positive. On va donc laisser tous nos intervenants regagner les coulisses et dans un instant, un autre débat. Nous allons parler donc justement de l'émergence de cette finance positive et ce sont des acteurs, soit de l'investissement, soit de la bourse avec le patron d'Euronext qui vont nous en parler. J'accueille donc pour nous parler de ce thème Stéphane Boujna, directeur général et président du directoire d'Euronext, ainsi que Philippe Zaouti, directeur général de Mirova. On en parle dans un instant avec vous. Bonjour messieurs. On va prendre place donc autour de cette table. Stéphane à ma gauche et Philippe à ma droite. On va donc parler pendant une dizaine de minutes. Je passe au micro, voilà, à celui-ci. On va donc parler pendant 10 à 15 minutes de la finance positive. Alors, quand on parle finance, ça fait longtemps qu'on se dit, est-ce qu'il y a vraiment des valeurs positives à la finance? Et ce débat, cette journée, montre que oui. Est-ce que les deux notions sont compatibles? Je commence avec vous, Stéphane Boujna, président du directoire d'Euronext. Tu sais, la finance, ça ne peut pas être ni un ennemi, ni un ami, c'est un outil. Hein. Ça consiste, depuis plusieurs milliers d'années, à faire deux choses, à régler le problème des gens qui ont trop d'argent et pas d'idées, et qui cherchent du rendement, et à régler le problème des gens qui ont trop d'idées et pas assez d'argent, et qui cherchent de la ressource. Ça, c'est ça la finance, depuis les pharaons. Donc, mais l'image, elle s'est dégradée quand même ces dernières décennies. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que qu'il y a un problème d'image, c'est une réalité objective, et qu'il faille reconstruire le contrat social entre la finance et la société, c'est une évidente, qu'il faut aider chacun à comprendre à quoi ça sert. Mais c'est pas le lieu qui véhicule les valeurs d'une société. C'est le lieu où on constate comment elles sont cristallisées. Il faut comprendre ça. C'est que en politique, on a coutume de dire les politiciens regardent les urnes, les hommes d'État regardent les berceaux, les politiciens parlent aux électeurs, les hommes d'État parlent aux citoyens, et la différence, en gros, c'est le rapport au temps. La finance, c'est un peu la même chose. Soit vous avez le nez dans le guidon du trimestre, et soit vous avez une vision. Bon, si vous avez le nez dans le guidon du trimestre, c'est très bien, et ça permet de faire une colocation des ressources extrêmement intelligente. Soit vous avez une vision de moyen terme de la croissance, et donc forcément, ça vous oblige à vous projeter dans un univers de temps différent. Donc c'est ça qui a dérapé. C'est le contrat social entre une utilisation de la finance pour soutenir la croissance de long terme. Quand vous regardez les périodes où il y a eu le plus grand consensus social autour de la finance, il y a une période assez récente qui sont les années de reconstruction. On avait un parti communiste qui faisait 25% des voix aux élections, et pourtant la société était massivement à l'aise avec le fonctionnement du capitalisme, parce qu'on avait la reconstruction qui était une évidence pour tout le monde que les infrastructures, le logement, qui étaient les deux principaux sujets de l'époque, ne pouvaient pas s'en sortir sans finance. La fois d'avant, c'était avant la guerre de 14, où entre 1870 et 1914, on a fait, pendant 40 ans, la fin des travaux haussmanniens, l'expansion coloniale, la construction d'écoles et de collèges dans chaque truc, l'expansion des infrastructures coloniales, les canaux Freycinet, le financement du textile, de la sidérurgie, des mines, le financement du développement de la Russie, tout ça dans un pays où toute l'épargne des ménages était drainée par le financement de l'appareil productif, et alors même qu'on avait des anarchistes, etc. Et qu'est-ce qui permettrait de retrouver ce consensus qui manque? Est-ce que les citoyens, ceux qui investissent, mais les citoyens de manière générale, ont besoin, je me tourne vers vous, Philippe Zaouti, on va dire, d'investissement plus responsable? C'est le cœur de votre activité depuis de nombreuses années d'ailleurs. On est dans une situation qui n'est pas si différente que ça. On a des besoins d'investissement qui sont absolument colossaux, et on sait où il faut qu'on investisse aujourd'hui. Alors, on a une transition économique, technologique, environnementale à faire, à financer, qui demande des investissements colossaux, et en plus des investissements qui sont spécifiquement des investissements de long terme. Donc il faut retrouver ça, il faut reconnecter effectivement l'outil financier à ça. Alors pour ça, il faut aussi
qu'il y a aussi un travail à faire au sein de la finance elle-même, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Et pour ça, il faut aussi que la finance prenne conscience justement de son rôle et du fait que son rôle n'est pas complètement neutre. C'est-à-dire que selon la façon dont la finance va agir, on va prendre tel ou tel chemin. Voilà. Alors un mot sur Mirova, vous faites donc partie du groupe BPCE. C'est un fonds que vous avez créé il y a combien d'années et quel en est le cœur d'activité ? C'est une société de gestion qui a été créée il y a 4 ans et qui gère un petit peu moins de 10 milliards d'euros et qui est spécialisée dans l'investissement du développement durable, on va dire, dans la finance, ce qu'on appelle la finance verte ou la finance responsable. Il y a tout un tas de terminologies, mais qui en gros veulent dire une chose assez simple, c'est qu'on investit sur des horizons qui sont des horizons de long terme, en prenant en compte de façon systématique les impacts environnementaux et sociaux des décisions qu'on va prendre. Donc, voilà. Et sur quel type d'actifs? C'est des actions, des sur obligations? Différents types d'actifs, parce qu'aujourd'hui, le financement, il y a besoin de financement dans différents types d'actifs, c'est-à-dire, bien entendu, le financement des entreprises. Ça, c'est assez important, et essentiel encore, parce qu'il y a un besoin d'innovation considérable, il faut financer cette innovation. Et donc ça se finance à travers des actions, à travers des obligations, à travers des produits de marché. Et puis, il y a du financement aussi de projets directement, et notamment de projets d'infrastructures. Donc que ce soit des infrastructures de transition énergétique, par exemple, des infrastructures de transport propre, des infrastructures de santé ou d'éducation, donc partout dans le monde. Et les investisseurs, ceux qui vous font confiance, ils croient en ça, ou alors ils se disent c'est juste rentable, c'est un phénomène qui est à la mode, donc on investit là-dedans, ou est-ce qu'il y a, au-delà de la rentabilité, parce qu'on a beaucoup parlé du décalage entre la rentabilité, donc le court-termisme, et puis les projets sur le plus long terme, est-ce qu'ils y croient vraiment, ou est-ce que c'est parce que c'est à la mode et on fait du green? Je pense qu'on a une chance aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, on a opposé justement l'éthique et le business, ou la finance responsable et la performance, en se disant si on investit dans une boîte qui a des réflexes sociaux un petit peu différents, elle sera forcément moins performante. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une mutation économique qui est là, qui est réelle, qui est absolument considérable. Et cette mutation économique, elle demande, pour être appréhendée de façon intelligente, elle demande précisément qu'on comprenne le long terme et qu'on comprenne ces impacts environnementaux et sociaux. Parce que ces objectifs du développement durable, tous ces impacts environnementaux et sociaux sont au cœur d'une grande partie de ces mutations économiques. Voilà, donc tout ce qui est évidemment la mutation énergétique, mais aussi comment on fait face à la croissance démographique, à ce qu'on appelle les smart cities. Enfin, il y a tout un tas de thématiques qui aujourd'hui demandent de l'innovation, demandent du capital et donc demandent de la rentabilité de ce capital. Et sur ces thèmes-là, je me tourne vers vous, Stéphane Boujnah. Est-ce que Paris, qui a de grandes ambitions, la place boursière de Paris, Euronext, qui a de grandes ambitions, pourrait être un jour la capitale mondiale de la finance verte? On sait que vous avez des ambitions dans le cadre du Brexit. Est-ce que ça peut être aussi une porte de développement? Je vais vous provoquer un peu. Je pense qu'on est déjà une des capitales mondiales de la finance positive pour une raison très simple. C'est qu'on a 57% du PIB, de la richesse qu'on produit tous ensemble, qui est socialisée et transformée en dépenses publiques. Donc quand vous prenez 57% de toute la richesse qui est créée et que vous décidez d'en faire de la dépense publique, c'est que vous avez délégué aux gens que vous avez élus, avec une capacité à prélever la ressource par la violence, la sorte de méta-finance positive, puisque vous leur dites il y a un truc qui est mieux que tout, que la gestion de l'épargne, que l'allocation dans des green bonds, dans des clean tech, dans des machins, c'est que prenez-moi l'essentiel de ce que je gagne, laissez-moi de quoi survivre et redistribuez tout ou investissez tout ce que vous pouvez. Ça, en fait, nous sommes dans un paradis de la finance positive et nous sommes déjà, sans le savoir, la capitale de la finance positive. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que si on veut que... Non mais ça, c'est une réalité très importante, très importante, parce qu'après tout, qu'est-ce que vous voulez comme optimum, comme horizon ultime de la finance positive que confier de manière générale, homogène, démocratiquement délibérée, l'allocation la plus généreuse? Je donne un exemple très concret. On dépense en service de... oui, pour le coup, c'est de la vraie dépense. On alloue au service de la dette 42 à 45 milliards d'euros par an. Donc c'est de l'argent qu'on prend aux gens qui payent de la TVA et qu'on sert aux gens qui ont trop d'argent en rendement parce qu'ils nous financent les fins de mois. 45 milliards d'euros, c'est exactement ce qu'on dépense pour l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Donc on a fait un choix
de dire, pour financer tout ça, on va s'endetter et puis on paie. Bon. Si on décidait de se désendetter, on pourrait peut-être... Si les taux d'intérêt montaient de 1%, ça nous coûterait sur 5 ans 18 milliards d'euros en plus, c'est-à-dire ce que nous coûte la gendarmerie et la police ensemble. Donc la première, on ne parle jamais des décisions dont on ne discute pas, mais qui sont implicites. La première décision d'allocation des ressources que nous prenons ensemble dans cette salle et surtout autour, c'est d'allouer 65 milliards d'euros par an au développement du capital humain, c'est-à-dire les 45 milliards dont j'ai parlé pour l'école, enfin l'enseignement scolaire, plus à peu près 15 à 20 milliards pour l'enseignement supérieur et la recherche. Après, il y a la dette, 45 milliards, et puis très loin derrière, il y a la défense à 35 milliards. Donc on se base sur 850 millions de plus en moins, un grand chef de nos armées démissionne pour ça, mais enfin, le vrai sujet dont on ne parle jamais, c'est qu'ensemble, on fait 60 milliards. Ça, c'est de la finance positive, sans le savoir. Maintenant, parlons du reste, l'écume. Évidemment, comme le monde change, comme les préférences évoluent, comme de même que les goûts alimentaires évoluent, les préférences changent, et donc l'idée de faire les choses en du long terme, d'orienter des investissements sur des technologies propres, par exemple, tout ça crée les fameux green bonds, et bien sûr, Paris a créé un environnement extrêmement favorable dans ce domaine. Et tout l'enjeu de la finance positive ou des green bonds, etc., c'est de ne pas en faire la finance islamique des bobos. C'est-à-dire de ne pas en faire un truc un peu idéologique, comme ça, une finance idéologique qui porterait un système de valeurs, mais qui ne remplirait pas la mission historique de la finance, c'est-à-dire fournir du rendement et de la liquidité. Je crois qu'on est en train de réussir cela. Et ça nous ramène à ce... Est-ce que c'est un phénomène de mode? Quelques années peut-être, mais est-ce qu'on n'est pas... Voilà, c'est une... Parce qu'on a beaucoup parlé de green business, puis ensuite on a dit que les entreprises faisaient du greenwashing. Est-ce que là, c'est vraiment un phénomène durable? Et je vous donne la parole après. C'est pas du tout un phénomène de mode, parce que ce qui est au cœur de la finance, au sens vraiment théorique du terme, c'est le pricing du temps qui passe. Et c'est ce qu'on sait faire avec la théorie financière, c'est donner de la valeur et du rendement au temps. Et c'est vrai que si on devait résumer tout ce qui est le temps, la finance positive ou durable, etc., c'est en gros allouer une ressource sur des rendements longs. Et d'une certaine manière, quand les fonds souverains norvégiens et tout le scoutisme de la finance collectivement réuni du côté des investisseurs met des critères très forts en disant vous n'investirez pas dans des trucs à émissions carbonées, dans la production d'argent, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, en fait, c'est un peu pédant et théorique ce que je vais dire, mais ils disent je vais pricer dans mon investissement les externalités négatives liées à cette activité. En fait, le vrai coût d'investir dans telle activité qui génère du carbone, ce n'est pas le coût qui s'affiche dans le PNL et le dividende que vous me distribuez ne reflète pas le coût global qui est externalisé. Donc moi, je vais pricer ce coût-là en restreignant, en n'investissant pas là-dedans. Comme ça, ceux qui vont devoir investir, ils ont une demande plus faible, une offre plus faible en phase 2, et donc ils payeront plus cher la ressource, et ça pricera mieux le financement de ces investissements par rapport aux externalités négatives qu'ils rencontrent. Donc c'est pas du tout de la mode, c'est un vrai truc, mais qui correspond au financement de vrais besoins. Et même question, Philippe, donc est-ce que vous sentez chez les investisseurs qui viennent frapper à votre porte, qui investissent via Mirova, est-ce qu'il y a pour reprendre l'expression de Stéphane Boujna, ce côté un peu bobo qui investissent dans des choses un peu tendance, un peu trendy, ou est-ce que c'est beaucoup plus, ils sont prêts à avoir un investissement de plus long terme et donc plus lointain? Le côté bobo, il a pu exister, mais bon, je pense que ce qu'a dit Stéphane, c'est-à-dire que quand on dit pricer des externalités, etc., en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on analyse le risque. Aujourd'hui, le risque de détenir du carbone, par exemple, c'est un vrai risque pour les investisseurs s'ils se projettent sur le long terme. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, y compris les gouverneurs des banques centrales le disent aujourd'hui, en disant demain, le prix du carbone, ça va valoir quelque chose. Donc, quand on achète une action d'une société pétrolière, si on ne le prend pas en compte, si on ne réfléchit pas à ça, on risque
potentiellement de perdre de l'argent. Donc il y a cet aspect du risque, et puis il y a ce que je disais tout à l'heure, qui est les aspects des opportunités. Il ne faut pas rater les opportunités de demain. Et c'est quoi, par exemple, les opportunités les entreprises qui sont bien positionnées. C'est l'intelligence artificielle? Ça peut être l'intelligence artificielle. C'est la medtech? L'intelligence artificielle, on peut lui faire des choses bien et des choses mal. Mais ça peut être, c'est évidemment tout ce qui est toutes les technologies. C'est-à-dire les technologies de l'énergie, les technologies du transport de l'énergie, les technologies informatiques de la connaissance. Il y a énormément d'opportunités et d'entreprises qui aujourd'hui innovent et inventent dans ces opportunités-là. Donc, maîtriser les risques, ne pas rater les opportunités, c'est des choses que les investisseurs aujourd'hui ont envie d'avoir. Après, il y a aussi... Et ce sera votre mot de la fin avant de passer la parole. Terminer là-dessus, c'est qu'il y a aussi quand même un besoin de sens qui existe au-delà de ça. On en parlait tout à l'heure avec Stéphane. Je crois que les nouveaux investisseurs, ce qu'on appelle les millennials, les jeunes en quelque sorte, ils ont une approche aujourd'hui de l'investissement qui est un petit peu différente. On pourra peut-être conclure là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin de sens qui existe et qu'il faut cultiver auprès voilà, l'épargne, ça sert aussi à quelque chose, quoi. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que cette quête de sens chez les millennials comme chez les plus anciens investisseurs, c'est vraiment un point important que vous constatez, Stéphane Boujna? Bien sûr, la finance, c'est l'outil de la réalité augmentée au quotidien. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, ça permet juste de faire la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand on a beaucoup de sous, on arrive à avoir plus d'impact quand on n'a pas assez. C'est sous, c'est que ça. Donc, soit on prend de l'argent et on fait des pyramides, soit on prend de l'argent et on fait des chemins de fer, soit on prend de l'argent et on fait de l'énergie propre. C'est-à-dire ça n'est que le vecteur des préférences collectives à un moment considéré. Les préférences collectives de notre pays, c'est le partage, la solidarité, la péréquation, ça conduit à la méta-finance positive que j'évoquais par la fiscalité et la redistribution. C'est désormais l'orientation des ressources vers des mutations technologiques pour nous épargner des catastrophes qui sont documentées par la science. Et donc, les outils qu'on met en place, c'est les green bonds, la clean tech, etc. Et tout le financement de l'économie réelle. Moi, je pense que le vecteur de réconciliation des Français avec la finance, c'est de réexpliquer ce que ça fait vraiment, c'est-à-dire que notamment la classe action, ça sert à financer le risque. C'est-à-dire, si vous voulez, les start-up d'aujourd'hui, c'est la même chose que les bateaux au XVIIe siècle qui allaient chercher du bois au Brésil ou des fourrures au Canada. C'est des trucs, quand vous financiez un bateau par les premières sociétés par action au XVIIIe siècle, vous ne saviez pas s'il allait couler à l'aller vide ou au retour plein. Et donc, il y avait un niveau de risque tel que personne ne voulait prêter. Il fallait prendre des risques en action. Et puis, de temps en temps, ça marchait. Souvent, ça ne marchait pas. Et la technologie, c'est pareil. Donc, on fait la même chose. Les bourses qui ont été créées il y a 3 siècles à Lisbonne, Amsterdam, Paris et Bruxelles et Londres, dont on s'occupe chez Euronext, elles font la même chose. Et les startups, c'est comme les expéditions navales de l'époque. Donc ça, comprendre que quand il y a du risque, il y a une allocation de l'épargne qui passe par des marchés pour mutualiser le risque, c'est quelque chose d'assez simple et qui n'est pas nécessairement capturable par la France insoumise, soumise, consentante ou pas. Un petit mot politique pour terminer. Merci beaucoup à tous les deux. Donc en fait, la finance n'est plus notre ennemi. Merci à tous les deux, Stéphane Boujna et Philippe Zaouti. Merci donc à tous les deux. Je vais vous raccompagner jusqu'en coulisses et je vais m'arrêter au pupitre en vous remerciant encore une fois.